Et je reçois pour ce numéro hors série du Journal des Biotech, Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Bonjour Laurent. Bonjour. On va peut-être commencer par les résultats 2024 qui ont été publiés très récemment pour Nanobiotics. Un mot peut-être de cette publication, tout simplement pour commencer. Je pense que l'essentiel à retenir, c'est tous les progrès opérationnels qui ont été faits sur l'année 2024 et le début 2025, avec tout d'abord l'accroissement et l'accélération de la collaboration avec J&J. Oui, on va en parler. On en reparlera un petit peu. Ensuite, il y a tous les progrès opérationnels internes à Nanobiotics sur l'ensemble des essais que l'on pilote. Et puis, on a quand même renforcé notre position financière à travers différents éléments, comme les premiers milestones de la collaboration avec J&J qui sont tombés, la renégociation du deal qui nous amène à une visibilité financière plus importante. Donc, on a fait énormément de progrès cette année et en plus, maintenant, on s'approche d'une zone très intéressante. On s'approche d'une période pendant laquelle on pourra commencer à faire des revenus. Vous l'avez dit, l'autre grande nouvelle, c'est cet amendement de l'accord survenu très récemment avec Janssen, filiale de Johnson & Johnson. Vous étiez venu en parler sur le plateau à l'époque de cet accord, il y a un petit peu moins d'un an, un petit peu plus d'un an, pardon. Qu'est-ce que ça change, cet amendement, concrètement dans les détails, pour Nanobiotics? Tout d'abord, ça montre l'engagement continu de notre partenaire, Johnson & Johnson. On a déjà vu l'an dernier qu'on a décidé avec eux de transférer en amont la phase 3 pour qu'ils puissent se préparer aux résultats et à l'enregistrement du produit. Donc on a continué dans cette lignée où on a profité de renégocier une partie de cet accord de licence avec J&J où pour des milestones lointains, on a échangé tous les coûts, ou la majorité des coûts liés à la 312 qui est notre phase 3. Donc ça représente un deal qui est plus que favorable pour Nanobiotics, puisqu'il s'agit d'échanger une grosse part de nos coûts sur les années qui viennent, et contre des milestones potentiels qui arriveraient à moyen long terme. Présent contre des gains potentiels futurs, si je résume. Et à travers ce deal, on a pu évidemment préserver tous les milestones à court terme, ce qui nous permet de pouvoir afficher des perspectives importantes. Et les royalties sont toujours les mêmes et toujours aussi importantes. Bon, justement, si on regarde un petit peu le séquençage de ces différents milestones, qu'est-ce qui peut tomber à court et moyen terme à peu près? Je pense qu'on a donné un peu plus de détails sur la façon dont le deal était structuré. C'est attendu par les investisseurs notamment. Complètement, c'est ce que je comprends. Donc il y a le passé, on a évidemment affiché tout ce qui avait été fait, y compris l'investissement de J&J dans la duplication de notre usine de fabrication pour pouvoir avoir deux sources pour le produit, le démarrage de la phase 2 dans le poumon, etc. etc. Maintenant, sur la partie revenus, ce qu'on a pu dire, c'est que sur les deux premiers programmes, qui sont les cancers tête-cou et le cancer du poumon, on attend plus de 200 millions à moyen terme, avec des royalties qui n'ont pas changé, qui sont de plus de 10% à plus de 20%. Et ensuite, en fonction des autres programmes qui pourraient démarrer ou de milestones plus lointains, on aura aussi jusqu'à 1,7 milliard supplémentaires de revenus, plus d'autres milestones potentiels. Et à très court terme, quand on regarde un peu la structure de ces deals, pour les résultats intérimaires, on attend 50 millions de dollars, 90 millions pour l'enregistrement aux États-Unis, après il y aura le Japon, etc. Et pour le programme du poumon, les résultats de phase 2 ainsi que le démarrage de la phase 3 devraient être sanctionnés par les milestones aussi. Donc ça nous donne de bonnes perspectives à court moyen terme. Bon, très clair sur effectivement la façon dont ça se décompose. Vous avez parlé de l'essai dans le cancer du poumon à petites cellules. Ça a démarré cette phase 2 de NBTXR3. Premier patient traité au premier trimestre. Alors c'est Johnson & Johnson qui mène l'essai. Est-ce que vous en savez quand même un petit peu ou beaucoup sur le timing, le calendrier et peut-être les communications à attendre autour de cet essai de phase 2? Alors, on ne peut pas parler pour notre partenaire, c'est toujours compliqué. Toujours. Mais on travaille main dans la main avec J&J. On a nos équipes qui sont en contact tous les jours pour le développement, pour le manufacturing, pour tout un tas d'aspects du développement et du marketing du produit. L'essai a démarré. Ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe bien, il avance bien. Maintenant, on n'a pas donné de date encore fixe, mais ce sont des choses sur lesquelles on travaille. D'accord. Et vous reviendrez communiquer quand vous le pourrez, j'imagine, sur le sujet. Sur l'amendement de l'accord, autre point important, Johnson & Johnson, vous l'avez dit, il prend à sa charge les coûts de Nanoray 312, c'est donc l'essai de phase 3 dans tête et cou, jusqu'à la fin de l'essai clinique. Il assumera la quasi-intégralité des coûts restants jusqu'à la fin de l'étude en cours. Résultat, est-ce que ça vous laisse finalement des marges de manœuvre pour autre chose, pour finalement pousser d'autres projets en cours de développement chez Nano? C'est une bonne question. Je pense que ça fait partie vraiment de l'intérêt de cette renégociation.
c'est que non seulement ça étend notre visibilité en cash jusqu'à mi-2026, mais l'essai clinique et les coûts liés à un essai clinique ne vont pas s'arrêter aux résultats intérimaires qu'on attend au premier semestre de l'année prochaine. Ça court sur plusieurs années après, jusqu'à la clôture du dernier centre de l'essai clinique. Donc ça représente des coûts qui sont absolument gigantesques. C'est la plus grosse partie de dépenses pour Nanobiotix, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça va disparaître, donc évidemment on va avoir beaucoup moins de dépenses sur les années à venir, dont une partie sera remplacée par l'accélération de nos programmes, mais ça nous donnera quand même un burn rate beaucoup moins important que celui qu'on a aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire aussi potentiellement se constituer un petit matelas financier, parce qu'on sait c'est aussi que l'horizon de trésorerie reste important pour les biotech. Toujours. On l'a dit, horizon de trésorerie qui s'attend jusqu'à mi-2026, date à laquelle seront publiés. Vous l'avez dit, ce sera un moment important, les essais intermédiaires de cette phase 3, Nanoray 312. Du coup, si je suis investisseur individuel, je me dis, il va peut-être pas se passer grand-chose, ou au contraire, est-ce qu'il y a d'autres catalyseurs à attendre? Je sais qu'il y a pas mal de résultats de phase 1 qui sont attendus cette année dans différentes indications, et notamment un essai avec le MD Anderson, mais je suis sûr qu'il y a d'autres choses aussi qui se préparent. Oui, on attend entre autres 5 essais cliniques qui vont délivrer des résultats cette année. Oui. À très court terme, les résultats finaux du cancer sur le pancréas qui vient du MD Anderson. Même si on a démarré une autre cohorte avec d'autres patients dans le pancréas, on a tous les premiers résultats qui maintenant sont en train d'être finalisés, qui seront communiqués dans très peu de temps. D'accord. On attend aussi, venant du MD Anderson, des résultats, pardon, les premiers résultats sur le cancer de l'œsophage. Oui. Ce sera plutôt par la deuxième partie de l'année. Et sur les essais de Nanobiotix, on a notre 1100, notre essai en combinaison avec des anti-PD-1 qui va délivrer sur les 3 cohortes. Les 2 premières sur les cancers tête et cou qui sont terminées maintenant, sur lesquelles on va pouvoir communiquer les résultats finaux. Et les premiers résultats qu'on va montrer aussi sur le mélanome, que l'on attend avec impatience. Donc pas mal de données additionnelles finalement sur NBTXR3, sur ces différentes indications. À terme, comment vous pourriez envisager la poursuite dans ces différents essais aussi? Il y en a qui sont plus prioritaires pour vous, Laurent? Alors tout ça, au final, ça fera partie de la stratégie commerciale et de développement de J&J. On en parle beaucoup avec eux. Et donc il y a c'est un peu la qui pointe vont de l'iceberg. choisir, c'est ça, sur les différentes indications, celles qui leur semblent, enfin, en accord avec vous, celles qui leur semblent les plus pertinentes à pousser, à développer, c'est ça? Oui, parce que tout ça doit se faire dans une certaine cohérence de marché, de force de vente, de stratégie. Donc, comme je le disais, il y a la pointe de l'iceberg, c'est les 2 essais en cours que vous voyez dans le cancer du poumon et dans les cancers tête et cou qui vont amener, si ils sont positifs, un enregistrement, mais aussi tout le reste. Qui est en préparation sur toutes les autres indications pour savoir la meilleure séquence et le plus gros potentiel et comment y aller. Oui. Depuis la signature de l'amendement, forcément, on est aussi quand même sur le plateau de Boursorama. J'ai regardé l'évolution du cours, on est à un peu plus de 3 €. J'ai regardé aussi les avis des analystes. On a Oddo BHF qui a confirmé son opinion à surperformance, objectif de cours de 10 €. On a Stifel qui reste à l'achat, qui vise carrément 16 €. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la réaction finalement assez mesurée du marché à cet amendement, alors qu'il y a, vous l'avez dit, désormais un peu de visibilité sur le versement des milestones? C'est un peu comme au PKR, on attend pour voir, c'est ça, on paye pour voir, ou est-ce qu'à un moment, le marché va se rendre compte qu'on arrive dans une partie, vous l'avez dit, assez importante, assez charnière pour Nanobiotix? Bon, je pense qu'on ne peut pas parler pour le marché, hein, c'est assez compliqué. Maintenant, on a 10 analystes qui nous suivent, ils sont tous à l'achat, sauf un, qui est neutre. Et ça depuis le début de la couverture de ces analystes sur Nanobiotix. Ils ont tous conscience du potentiel du produit, de l'aspect dérisking, avec tous les résultats qui ont été montrés, y compris les résultats dans le sarcome, avec ce partenaire qui maintenant a dérisqué tout l'aspect commercial. Et non seulement ça, mais qui va aussi pouvoir faire grossir la taille de marché, puisqu'on n'est plus tout seul à essayer d'adresser un marché qui est gigantesque. On a un des plus grands industriels pharma avec nous. Donc tout ça, ça fait partie de ce qui pousse et ce qui va marcher. Et pour nous, avec notre nouvelle position financière et avec notre volonté de continuer éventuellement à trouver de l'argent, mais non dilutif pour nos actionnaires, ça va nous permettre d'aller chercher notre rentabilité sans avoir à faire appel au marché. Donc on est dans une position assez favorable aujourd'hui, même si on ne peut jamais le garantir. Donc nous, notre plan il est clair, on continue, on délivre, on avance. Maintenant la perception de marché, c'est compliqué, vous voyez bien que le marché aujourd'hui il est assez compliqué. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, oui, forcément. Pour les biotech, encore plus. Mais à un moment donné, soit le marché rattrape, soit les revenus vont arriver. Et donc, fatalement, on arrivera à revaloriser la société à travers tout ça.
Bon, voilà, des essais de phase 1, pas mal d'indications, pas mal de news cette année, et puis ce rendez-vous mi-2026 avec les résultats intermédiaires de l'étude de phase 3 Nanoray 312. Merci beaucoup Laurent pour cette explication. Ce journal de biotech est terminé, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.